C'est un drôle de monument que l'on a du mal à identifier. En fait, un cadran solaire de 30 mètres de haut, installé il y a quelques semaines. 30 tonnes d'acier qui ont coûté cher aux contribuables de Perpignan et des environs. 300 000 €. D'ailleurs, un certain nombre d'habitants n'en sont pas très contents. C'est le cas de Bruno Delmas. Cet opposant à l'équipe municipale en place n'a jamais digéré cet ouvrage. C'est un rond-point cadran solaire, donc avec un temps comme celui qu'on a aujourd'hui, ça va être très difficile d'en sentir vraiment l'utilité. Donc ça coûte très cher. Il y avait déjà un rond-point ici, donc il y avait déjà un rond-point normal, basique on va dire. Donc rien ne justifiait de rajouter 300 000 € d'investissement dessus pour avoir cette espèce de grue là plantée. Alors on nous dit que c'est une œuvre d'art, mais personne ne comprend l'intérêt d'avoir investi autant d'argent. Évidemment, l'homme qui est à l'origine de cette œuvre n'est pas de cet avis. C'est Jean-Paul Alduy. Et là. Il a beau être retiré de la politique, il est bien connu ici. Comment tu vas? Je suis sur mon territoire là. Mais oui, je suis chez toi. Tu es chez toi, Je sais, tu as besoin de quoi que ce soit, tu es chez toi. Bon, j'en profiterai. Voilà. Quand tu veux. Allez, merci. Jean-Paul Alduy est un baron local centriste, ancien maire, sénateur, président de l'agglomération. Pendant 16 ans, il a régné sur Perpignan. À l'entendre, ce cadran solaire, le plus grand d'Europe, installé à la sortie de l'autoroute, est un atout de poids pour l'image de Perpignan et de sa région auprès des visiteurs qui arrivent. Là maintenant, quand ils arrivent ici, là, première image, c'est quoi ce truc? Ah, c'est un cadran solaire. Ah, mais c'est vrai. Ici, il y a du soleil toute l'année. C'est un des pays les plus ensoleillés de France. Eh oui. Et ensuite, il y a aussi celui qui est déjà dans l'économie, chef d'entreprise, qui arrive ici et dit c'est vrai. Ce territoire, on le sait, est aux avant-postes de tout ce qui est recherche-développement dans les énergies renouvelables et notamment dans les énergies solaires. Pourtant, certains reprochent à Jean-Paul Alduy d'avoir été pris par la folie des grandeurs. Une critique que l'on entend régulièrement à propos des maires. Chaque année, les maires des 36 000 communes de France dépensent 26 milliards d'euros en investissement. La plupart du temps, c'est utile. Ils construisent des crèches, des écoles ou bien encore des parkings. Mais alors que chaque euro de dépenses publiques est aujourd'hui compté, certains sont pris par le virus des grands travaux disproportionnés, pas toujours utiles et très chers pour le contribuable. Comme s'ils voulaient marquer leur empreinte à grands frais. Cela peut être à Perpignan, un cadran solaire à 300 000 €. À Biarritz, un second musée sur l'océan qui a coûté la bagatelle de 42 millions d'euros et qui est déserté. Ou encore à Montauban, l'un des plus grands centres aquatiques de France, à 50 millions d'euros, qui peine à faire le plein. Alors comment arrive-t-on à ces petites folies qui se terminent par de grosses dépenses pour le contribuable ? Perpignan, 120 000 habitants, une ville qui se débat dans des difficultés économiques importantes, avec un taux de chômage de 16%, 6 points au-dessus de la moyenne nationale. Alors le cadran solaire à 300 000 € n'est pas du goût de tout le monde. Et surtout pas des membres de cette association de défense des Perpignanais, bâtie autour de Clotilde Ripoul, candidate sur une liste de gauche lors des dernières municipales. Donc voilà, ce que j'aimerais qu'on débatte un petit peu, c'est faire le point sur les projets qui vous ont paru faramineux dans le passé, puisqu'on est là pour faire un bilan. Tout le monde est d'accord ici. Il y avait d'autres urgences que l'aménagement de ce rond-point, comme par exemple la rénovation d'un quartier populaire du nord de la ville. Une partie du budget. Pour eux, le maire s'est plutôt fait plaisir avant de penser à l'intérêt général. D'une certaine manière, il y a cette volonté de laisser une trace dans la ville de Perpignan. Alors on laisse sa trace à la gare, à l'archipel, à l'entrée de la ville, un peu partout. C'est une espèce de vision présidentielle de la ville où on met ces monuments à droite et à gauche et puis autour il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Mais comment tout cela est-il arrivé ? Ça relierait quelque chose à... Perpignan est dans une situation géographique compliquée. Pour attirer des touristes et de nouveaux arrivants,
elle se trouve en concurrence avec de grandes métropoles comme Montpellier, Toulouse et Barcelone. Alors le maire a voulu marquer l'esprit des visiteurs arrivant par l'autoroute. À la place des herbes folles qu'il y avait sur le rond-point, Jean-Paul Alduy veut un monument et il lance un appel d'offres. C'est Marc-André de Figuère qui l'emporte, un touche-à-tout de l'art contemporain. Il décroche le marché pour 200 000 €. Le chantier coûtera finalement 300 000 €, mais l'artiste affirme sur le ton de la plaisanterie que l'agglomération a fait une bonne affaire. Ce monumental cadran solaire ne coûtera que 300 000 €, alors qu'il aurait dû en coûter 500 000. Dans le détail, l'artiste a touché 40 000 €. À cela, il faut ajouter 50 000 € d'études, 50 000 pour l'aménagement du rond-point et 160 000 pour la fabrication et l'installation de la sculpture. Mais pour Jean-Paul Alduy, c'est une dépense indispensable dans sa guerre contre les grandes agglomérations de la région. Les territoires sont en compétition, ils doivent se défendre, et pour se défendre, il y a des messages à donner. Alors il y a des messages qu'on donne à la pub, à la télé, dans les journaux, etc. Ça coûte très très cher, ça je regrette, ça coûte pas cher pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui vont le voir. Mais est-ce aussi efficace que cela? Nous avons voulu le vérifier en nous mettant dans la peau d'un visiteur. Effectivement, en arrivant de l'autoroute, on ne peut pas rater le monument. Mais de là à deviner que c'est un cadran solaire, montre en main, on ne le voit que pendant une trentaine de secondes. Et encore, à condition d'arrêter de regarder la route, ce qui n'est pas forcément conseillé. Même si la facture est salée pour un simple monument, il a quand même fait quelques heureux. Cela plaît à Jean-Paul Alduy, à l'artiste et à Jean-Claude Tissier, l'entrepreneur local qui l'a fabriqué. Sa société est spécialisée dans la construction de poutres métalliques pour le bâtiment. Elle a engrangé avec cette commande 160 000 € de chiffre d'affaires. Selon lui, c'était assez technique à réaliser. Ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a une suite de renforts de façon à tenir cette grande poutre qui fait 30 mètres de long en porte-à-faux et qui ne doit en aucun cas fléchir ni se déplacer avec les effets du vent. La commande a fait travailler une vingtaine d'ouvriers. Cela a nécessité en tout 125 jours de travail et n'a pas rapporté un gros bénéfice pour l'entreprise. Évidemment, pour Jean-Claude Tissier, cet argent n'a pas été gaspillé. Concrètement, ce budget, il est réaffecté, il fait travailler du monde. C'est de l'argent qui est réinjecté dans une PME locale, donc dans l'économie locale, et qui va payer ses impôts ici, et dont les salariés vont faire tourner tout un tas de services dans ce département. Malgré tout, la pilule a du mal à passer dans le coin. Car ce projet est venu s'ajouter à d'autres grands chantiers signés Jean-Paul Alduy et contre lesquels Bruno Delmas est aussi parti en guerre. Ça, c'est la fameuse passerelle de Perpignan, passerelle piétonne, 6 millions d'euros d'investissement. Au-delà de 80 km/h de vent, apparemment, elle ne sera pas libre de circulation pour les piétons. Donc chez nous, il y a à peu près 120 jours par an où il y a du vent. Donc cette passerelle, elle risque de ne pas être utilisée un tiers de l'année. Mal conçue, trop grande, trop chère selon lui. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est le théâtre de l'Archipel qui a été réalisé par l'ancien maire de Perpignan. Au final, ça va représenter 130 millions d'euros d'argent public dépensé. Pour ce prix-là, la ville, au moins, elle a un grand théâtre. Pour les usagers, il y a encore quelques petites contraintes, manque de place pour les jambes, la fosse d'orchestre qui n'est pas aux normes pour accueillir des scènes nationales. Donc il y a encore beaucoup de boulot pour que ce théâtre soit à peu près à son niveau. Et en termes de fréquentation, on est très très loin du compte. Ces travaux et d'autres décisions de gestion ont fait exploser les impôts locaux à Perpignan. Ils ont augmenté de 28% entre 2008 et 2012. Une des plus fortes progressions en France. Ah, elle est belle, hein. Il est beau ici et magnifique d'ici. Mais Jean-Paul Alduy considère qu'il était dans son rôle. Selon lui, il a investi pour l'avenir. Un élu doit à un moment donné être capable d'avoir une vision et d'avancer par rapport à cette vision, même si tout le monde ne perçoit pas tout du chemin et il y a des réticences à court terme. Après, une fois les choses réalisées, on voit si on s'est trompé ou pas trompé. Malheureusement, c'est vrai qu'en matière d'urbanisme, quand on s'est trompé, ça reste longtemps. C'est ça le problème. Jean-Paul Alduy a vu un peu grand.
il n'est pas le seul maire de France dans ce cas, loin de là. À Montauban, l'histoire ressemble au départ à un conte de fées. Il y a 1 an et demi, dans cette ville moyenne de 55 000 habitants, est sorti de terre le 3e plus grand complexe aquatique de France. Le Grand Luxe. 5 bassins, une piscine olympique chauffée de 50 mètres en extérieur, un 2e bassin couvert de 25 mètres, un espace qui peut servir pour la gymnastique aquatique, et enfin 2 autres bassins pour les jeux, sans compter cet imposant toboggan. Et ce n'est pas tout. Le directeur de cet établissement nous fait la visite d'équipements inhabituels pour une piscine municipale. Là, nous sommes sur l'espace fitness. Donc, on est sur le côté beaucoup plus physique, cardio pour cette salle et musculation pour l'autre salle. 2 salles pour entretenir sa forme, mais aussi un espace bien-être. Donc ça, c'est le jacuzzi sur l'espace bien-être qui est un plus pour le complexe aquatique. Il y a le hammam qui est espace humide, le sauna. Des infrastructures municipales plutôt rares en France. Alors c'est Plot. On va voir ces nouvelles installations. Dont est très fière la maire UMP, Brigitte Barège. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'avoir des équipements publics de qualité. C'est pas prestigieux. Ça me paraît être le bon dimensionnement, le bon qualitatif. Je pense que pour les familles, par exemple, qui n'ont pas le moyen peut-être d'aller en vacances, ils savent qu'ici, ils pourront avoir des loisirs de qualité pour leurs enfants. C'est pas une manière de laisser votre empreinte dans la ville? Je crois que c'est un bel ouvrage, mais j'en ai fait beaucoup d'autres depuis 2001. Ça fait partie de ce dont je suis fière. Sa plus importante réalisation à la tête de Montauban, en 14 années de mandat, a coûté 50 millions d'euros, entièrement à la charge de la ville et de ses contribuables. Ne serait-ce pas un peu disproportionné? C'est ce que pensent les membres de cette association proche du Front de gauche. L'un d'eux est élu d'opposition. Ils sont extrêmement vigilants sur la gestion de la mairie et plus particulièrement sur celle du centre aquatique. Ici, on a la partie d'accueil avec les 2 bassins intérieurs, le bassin extérieur. Pour eux, la mairie a vu trop grand. Plan à l'appui, ils nous montrent les surcoûts qu'ils ont débusqués. Les fameux équipements de fitness et de bien-être existaient déjà dans des clubs de sport de la ville. Ils seraient donc inutiles et coûteraient en plus très cher aux contribuables. Le problème, c'est surtout que cela augmente le coût de la construction, avec des espaces supplémentaires dont on aurait pu se passer. Et cela augmente le coût du fonctionnement. Donc pour vous, ça fait un équipement qui finalement, au final, est trop gros, quoi. Oui, c'est un équipement beaucoup trop surdimensionné. Pour eux, le centre aquatique n'est pas adapté aux besoins de la ville, comme le prouverait la fréquentation, bien inférieure aux 600 000 entrées prévues par la mairie chaque année. Les 615 000 entrées. Un peu ambitieux pour une population de 55 000 habitants. Mais sur 2014, on a les chiffres qui commencent à apparaître, on va être autour de 400 000 entrées. Donc on est un tiers en dessous des prévisionnels. Donc ça veut dire qu'effectivement, on voit bien que ce projet ne correspondait pas aux besoins des Montalbanais. C'est d'ailleurs un léger sujet d'inquiétude pour Madame la maire. Le jour de notre venue, le ciel est gris et les visiteurs pas vraiment en nombre. Et oui, c'est ce que je disais aujourd'hui, c'est pas de chance, ça va bien. Apparemment, elle aurait préféré que nous filmions des bassins un peu moins vides. Et oui, c'est dommage qu'il puisse pas filmer des images avec du monde. Ils en ont mis hier. Avec du monde, ils ont filmé les pentavis. Loin de remettre en cause ce centre aquatique, elle est sûre que le temps lui donnera raison. Ça ne peut que grossir. La ville de Montauban ne cesse de grossir, vous le savez. On est la ville moyenne qui a pris le plus d'habitants d'après l'INSEE dans les dernières années, parce qu'on bénéficie de la pression toulousaine. On est à 2 doigts de Toulouse. Donc c'est bien qu'on ait maintenant des équipements publics à la hauteur finalement d'une population qui ne cesse de croître. Mais en attendant, pour faire face, Brigitte Barège va devoir augmenter les impôts locaux de 3%. Alors que sur ce point, elle était restée très modérée depuis 3 ans, et qu'elle avait promis un gel pour les 6 années à venir. Ces impôts qui augmentent, pour les contribuables de Montauban, c'est un peu la double peine. Avance-toi avec papa. Ah ouais, tu viens récupérer ton maillot. Dans le sac. Car comme va le découvrir la famille Miro, les tarifs d'entrée
ne sont pas données. Oui. Vos tarifs, ça donne quoi? Un petit peu cher, mais bon, 2 adultes, un enfant, on en a eu pour plus de 14 €, 15 € je crois, 15,36 €, il me semble, c'est ce que j'ai payé. Ouais, ça veut dire que c'est pas la sortie de tous les jours, a priori. Voilà, exactement. 4,50 € par adulte et 3,95 € par enfant. Un peu plus cher pour ceux qui n'habitent pas à Montauban. Pas forcément excessif, mais le prix a presque doublé par rapport à l'ancienne piscine municipale. Vas-y, vas-y. Mais les équipements semblent plaire aux enfants, comme aux parents. Les enfants, du moment qu'il y a de l'eau, des toboggans, ça plaît toujours, hein, ça c'est sûr. Pour autant, la famille ne s'autorise pas à aller à l'espace fitness. Le hammam et le jacuzzi ne sont pas compris dans l'entrée classique. Il faut payer 12 € pour y avoir accès. J'en ai jamais profité parce qu'il faut payer en supplément. L'entrée étant déjà pas spécialement donnée, le supplément, ça fait un budget qui est quand même important. Madame la maire reste confiante. Son centre aquatique finira bien par trouver son public. Mais pour d'autres élus, ces gros investissements se terminent parfois en échec, sans appel. Chaque été, les 150 000 touristes qu'accueille Biarritz viennent ici pour le soleil, les vagues, le paysage, mais aussi un peu pour le musée de la mer. Pardon, les 2 musées de la mer. Au début, il n'y avait que celui-ci. Une institution ouverte dans les années 30, qui est devenue l'aquarium de la ville. Mais depuis 4 ans, à seulement quelques minutes du premier, il y en a un second, qui a coûté 42 millions d'euros. Petite nuance, celui-ci est dédié non pas à la mer, mais à l'océan. Il faut être un peu expert pour voir la différence. Pour comprendre à quoi sert ce nouveau musée très contesté, nous sommes allés y faire un tour en caméra discrète, car nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Ici, ni poisson ni bassin. Pour découvrir la mer, il faut se caler derrière ces bornes interactives. Derrière un décor très contemporain, tout cela est un peu scolaire. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde dans les allées. Au moins, on n'est pas dérangé par le monde. Non, c'est sûr, on s'attendait à beaucoup plus de monde finalement. C'est pas la première fois que je passe devant, je suis assez sûr. Il n'y a personne, quoi. C'est clair. Donc ça veut dire que le sou et les sous rentrent pas, quoi. Ah bah non, je sais pas comment ça peut... ce sont les deniers publics qui financent, quoi. C'est clair. L'année dernière, le musée n'a reçu que 70 000 visites, alors qu'il en espérait le double. Bonjour. Bonjour. Un échec qui n'étonne pas Jean-Benoît Saint-Cric. Oui, c'est cette fameuse... Cet avocat est l'un des opposants historiques à ce projet. Pour lui, la cité de l'océan, ça ne pouvait pas marcher. C'est le concept même qui est dépassé. Les gamins, je le vois avec mon propre fils, ont tous des caméras, des écrans vidéo, tous accès à l'Internet. S'ils veulent de l'information, ils ont National Geographic ou d'autres chaînes, je ne sais. Donc, un bâtiment fondé sur de la vidéo, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Mais alors, qui a eu cette idée? C'est Didier Borotra, une figure locale qui, à 78 ans, peut difficilement se promener dans Biarritz sans se faire aborder. De l'entretien des rues, la propreté. Eh oui. Il y a des préservatifs, il y a des... C'est dégueulasse. Il y a certaines des rues mégots partout. Aujourd'hui retraité du monde politique, il a passé 23 ans à la tête de Biarritz. Mais pourquoi s'est-il lancé dans la coûteuse construction de la Cité de l'Océan alors qu'il existait déjà un musée de la mer? Formidable, chef. Donc l'idée était de rénover ce musée de la mer, de lui donner une approche beaucoup plus intéressante et beaucoup plus large. Et en même temps, on n'avait pas la possibilité d'agrandir ce musée parce que c'est un bâtiment qui est classé, c'est un monument art déco. Ce serait donc pour cette raison qu'il s'est lancé dans ce grand chantier. Pour cela, la mairie a eu recours à un montage financier devenu courant. C'est ce que l'on appelle un partenariat public-privé. La mairie n'a rien investi dans le nouveau bâtiment. C'est le groupe Vinci qui l'a financé et construit. Si l'on rajoute quelques travaux de rénovation sur l'ancien musée,
Le montant de la facture s'élève à 42 millions d'euros. Mais il y a une contrepartie. Biarritz s'est engagé à payer un loyer annuel au groupe de travaux publics. En moyenne, 1,4 million d'euros par an. Pendant 30 ans. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que la ville sera pleinement propriétaire de son musée. Pour faire face à cette dépense, la ville de Biarritz a de bonnes ressources grâce aux résidences secondaires. Alors les impôts locaux ont augmenté de façon relativement raisonnable ces dernières années, plus 12% entre 2008 et 2012. C'est au nouveau maire, Michel Venac, un ancien adjoint de Didier Borotra, de gérer ce cadeau empoisonné. La Cité de l'Océan et le Musée de la Mer, moi je les reprends à mon compte, figurez-vous, parce que c'est l'avenir de Biarritz. Même s'ils ils ont connu des difficultés pour la Cité de décollage, moi je suis en train de réparer ça. Mais la Cité de l'Océan continue d'être un boulet pour la ville, car il y a une affaire dans l'affaire. En 2013, la mairie cherchait déjà à faire des économies sur ce dossier. Pour trouver des pistes, 2 rapports ont été commandés, dont un à la fille de Didier Borotra, alors que celui-ci était encore maire de la ville. Selon la presse locale, elle aurait touché 46 000 euros, sans appel d'offres. Pour Michel Venac, qui prépare un plan de relance du musée, c'est une mauvaise publicité sur laquelle il ne veut pas s'étendre. Monsieur le maire, j'ai quand même une question sur le rapport de le rapport de Sophie Borotra. Non, monsieur, je ne réponds pas à vos questions. Parce que vous aviez dit que vous n'étiez pas au courant, en fait. Bon, monsieur, je ne réponds pas à ces questions. Et puis, je ne réponds pas du tout à vos questions. Voilà, ça suffit. Je vois bien quel est le ton du... Vous arrêtez maintenant avec ces caméras. Monsieur, merci beaucoup. Malgré tout, ces révélations ont fait l'objet d'une plainte pour prise illégale d'intérêt contre Didier Borotra. Mais l'ancien maire considère que le musée était libre d'attribuer cette étude à la personne de son choix. Ça ne relève pas de la démarche des appels d'offres. C'est une mission de service ponctuelle et limitée dans le temps. Non, pas du tout. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a rien du tout. Aucun. Non, d'autant plus que je n'ai pas été mêlé à l'affaire. Ce sera donc à la police de transport. Quant à la Cité de l'Océan, ces difficultés ne sont pas terminées. Le Conseil d'État vient en effet d'invalider le contrat qui liait la ville à Vinci. Un changement de gestion qui pourrait coûter plus cher encore aux contribuables de Biarritz. Notre reportage sur les chauffeurs de bus il y a 15 ans avait commencé à Lyon. C'est donc notre première destination. Sur la ligne 14, nous allons retrouver aujourd'hui l'un de ces chauffeurs que nous avions filmé en 1996. Bonjour. Salomon Bitoum a 59 ans, dont 38 derrière le volant. Et à dire vrai, nous sommes assez surpris de le retrouver là. Car la première fois que nous l'avions filmé, son bus avait été caillassé. Et de retour au dépôt devant notre caméra, Salomon voulait tout plaquer. Ils font comme ils veulent maintenant. Ils montent pour un arrêt ou pas, ils fument, ils font comme ils veulent. On ne peut plus rien leur dire. Et ils vous le disent. Vous n'êtes pas là pour contrôler. Il y a 23 ans en arrière, c'était beaucoup mieux. On avait les receveurs, personne ne se permettait de monter avec des chiens ou avec des bouteilles de gaz ou avec des mobylettes, des vélos, ne serait-ce que d'agresser, de fumer, de pisser. Moi, j'ai vu des gens pisser devant moi. En tant que conducteur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois plus rien dire. Tu conduis, c'est ton boulot, on te paye pour ça. Ferme ta gueule, tu transportes, c'est plus ton problème. Bah oui, si c'est ça le métier, bon, je le fais parce que je ne peux pas faire autre chose, parce que si je pouvais faire autre chose, je le ferais, sincèrement. 15 ans plus tard, Salomon n'a donc pas changé de métier. Pourtant, il suffit de l'observer pour comprendre que sa colère n'est jamais retombée. Montez, regardez, il monte, il ne dit pas bonjour, rien. Moi, j'aurais aimé faire autre chose que ce que je fais là, sincèrement. Maintenant, bon, le fait que je suis là, des fois je me pose la question, comment j'ai pu tenir jusqu'à présent? La fraude, le vandalisme, l'insécurité. Et ce qui fait que voilà, au fil des années, moi j'en suis arrivé à un stade, je suis écœuré, dégoûté. Bon, il me reste 1 an et demi à faire, l'année prochaine je pars. Vivement que je parte. Salomon n'a jamais été confronté à un incident grave. Il n'a jamais été victime d'agressions physiques. Mais les incivilités, les petits conflits et peut-être simplement l'indifférence des usagers l'ont usé jusqu'à la corde.
le respect envers autrui, envers le matériel, envers le code de... Vous savez, vous avez un code de la route, bah, c'est exactement pareil, on doit le respecter. Il y a un code, il y a une montée à l'avant, il y a une descente à l'arrière. Vous rentrez dans un magasin, la première chose que vous faites, vous dites bonjour messieurs, dames. Ici, ils vous regardent de travers, ou ils tournent la tête, ils sont avec leur Walkman, leur téléphone, sur une autre planète. À un moment donné, vous savez, comme ça, vous les amenez tous les jours au boulot, vous leur faites de temps en temps des faveurs, même pas en remerciement. Si demain vous faites la grève, le lendemain, ils vous disent plus bonjour. Allez vous faire taper. Sincèrement, je raisonne comme ça. J'ai la colère et la haine. Ça va, jeune homme? Et toi? À cet arrêt, un collègue de Salomon monte dans le bus. Haroun, lui, est un jeune chauffeur. Il a commencé il y a seulement 5 ans. Pourtant, lui aussi fait déjà ce constat. Difficile de rester motivé. Les 3 premières années, ça a été vraiment génial. Et maintenant, ce qui te déçoit le plus, c'est quoi? Ce qui me déçoit le plus, c'est on est conducteur, receveur, des fois on est limite flic, limite assistante sociale, limite... c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je me suis déjà ramassé des œufs en pleine figure, s'il m'est arrivé des insultes. Bon, des insultes, c'est tous les jours. Hein. Des niques ta mère, enfoiré chauffeur. C'est souvent ces insultes-là qui reviennent. Quoi. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour arrêter tout ça? Pour moi, il faudrait un receveur en plus. Et je l'ai toujours dit, ça remettrait les pendules à l'heure. Quand il a terminé son service ou pendant ses jours de congé, Salomon a pris l'habitude de décompresser dans sa salle de sport. 2h30 de musculation, 4 jours par semaine. C'est comme ça qu'il évacue son stress. Salomon? Oui? Vous avez l'air actif pour un jour de repos? Ouais, oui, c'est le seul moyen de récupérer pour le reste de la semaine. Me charger les batteries. Comme ça, au moins, je sais que la semaine demain, si je rattaque, j'aurai moins de problèmes pour faire ma journée. C'est un moyen de recharger mes batteries. Installe-toi, tu calmes les jambes. Et c'est là, entre 2 exercices, que Salomon nous a fait une confession inattendue. Si son amertume est grande aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'à l'origine, il avait choisi ce métier pour marcher dans les pas de son père, lui-même chauffeur de bus et fier de sa profession. Un jour, je lui ai dit, papa, tu m'emmènes à 50 cours Lafayette pour faire cours, pour rentrer dans la boîte. Quand c'est que tu veux y aller? J'ai dit, aujourd'hui, ça te dérange pas? Je t'emmène maintenant si tu veux, oui. Il m'a pas conseillé, il m'a même pas parlé, il m'a donné aucun conseil. Il m'a déposé, je suis resté une demi-heure, je suis ressorti et alors j'ai été embauché. Avant qu'il décède, j'avais 20 ans de boîte, il me dit, tiens, bon. Et souvent, je pense à lui. Parce que maintenant, j'en ai 38 ans de boîte. Je pense souvent à lui. Mais papa, quand je pense à lui, je dis, papa, c'est dur. Je pense pas qu'il tiendrait là. C'est très dur. Je conseille à personne de faire ce métier-là. Pour un jeune, pour débuter, oui, mais c'est inhumain. On vous rend inhumain. Vous avez déjà caractères qui sont difficiles. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je ne supporte pas. Je suis un être humain, je ne suis pas une machine ni un robot. Nous quittons Salomon pour aller retrouver un autre chauffeur que nous avions filmé il y a 15 ans, à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon. Vincent Chouvier, lui aussi, a sa méthode pour décompresser de la semaine. Il arrose son jardin. C'est souvent que ma femme, mes enfants me disent que je suis énervé après le travail. Au lieu de leur faire mal aux oreilles et tout, je préfère me déstresser ici. Ça me fait du bien. Le stress, Vincent vit avec depuis ce jour de mars 1995, où il a été agressé au terminus de son bus de nuit. Une agression qui a bouleversé la vie de toute sa famille, et dont il avait accepté de nous parler lors de notre premier reportage en 1996. Cette nuit-là, vers 22h, il arrive au terminus de sa ligne et son histoire vire au cauchemar. Ça passe bien, hein? Je ne suis plus retourné depuis que ça s'est déroulé. Ouais. J'étais rentré là-dedans et puis je sais que je regarde. J'avais laissé la porte ouverte. Je pouvais voir ce qui se passait dans le bus. Puis là, j'entends une présence derrière moi. Je me retourne, un gars cagoulé. Ah, il me tenait en joue. Bouge pas ou je te bute. Enfin, il m'a vociféré des propos injurieux, quoi. Il m'a obligé de rentrer.
Puis en rentrant, je n'ai pas vu arriver le coup, j'ai senti, il m'a donné un coup à la tempe. Là. Je me suis retrouvé là. Une fois que j'ai senti qu'il avait refermé la porte, j'ai dit ça y est. En fin de compte, c'était ma vie. J'ai dit, tiens, tu l'as échappé, quoi. On en rigole aujourd'hui, on n'en a pas rigolé quand c'est arrivé. Vincent, lui, est marqué à jamais. Ça m'est douloureux parce que c'est se rappeler des souvenirs qui ne sont pas agréables du tout. Et j'aimerais à jamais les enfouir, les oublier. Mais je crois que c'est foutu d'avance, quoi. Il a mal dormi la nuit pendant longtemps. Il a bien fallu 2-3 ans avant de pouvoir recommencer à peu près dormir la nuit, sans cauchemar, sans... Comme je vous disais, il y a des flashs qui reviennent, une porte qui se referme. Pour moi, c'est des souvenirs de mon agression. C'est tout bête. Et dans ma propre cave, des fois, la porte se referme derrière moi et tout. J'avais même envisagé de changer de métier et tout, mais bon, je pense que, quoi que je fasse, une porte qui se referme derrière moi, je pense que ça m'arrivera toujours. Après son agression, Vincent n'avait jamais vraiment repris confiance en lui. Sur sa ligne de nuit, il était souvent très seul, une source d'angoisse permanente. Là, c'est vraiment désertique. Et puis là, on se sent vraiment seul, quoi. On se dit, qui c'est qu'on va prendre? Et cette solitude, moi, surtout avec mon travail, elle me fait peur. Oh, mais c'est comme là, vous ne seriez pas là. Il n'y a personne dans le bus. Je ne peux pas me permettre de prendre un bouquin, de lire. Je suis obligé de surveiller, d'être comme un oiseau par terre qui a peur du chat qui lui saute dessus. Aujourd'hui, Vincent travaille toujours au TCL, les transports en commun lyonnais. Mais les bus de nuit, pour lui, c'est terminé. Il a demandé à changer de poste. Depuis 3 ans, il est ce qu'on appelle assureur. Il gère les plannings, il travaille dans l'administratif. Il lui arrive encore de conduire des bus, mais uniquement pour des remplacements. Et de toute façon, jamais la nuit. Je refuse de faire des nuits. Je me protège un peu du travail, donc je fais plus de polyvalence, de sorties signalétiques et tout le reste et tout. Moins de conduite, quoi. Ah ouais, je me protège. Je pensais qu'il y avait de l'accompagnement et tout. Kelif Krimat conduit sur la même ligne que Vincent autrefois, la ligne 10, de nuit. Il ne connaissait pas l'histoire de Vincent, c'est nous qui lui avons montré le reportage. T'as changé, hein. par rapport mais il y a 15 ans, oui. Putain. Et toi, ça se passe comment? Ouais, bien, tranquille. Quand ils m'ont montré le reportage, j'étais sidéré, quoi. Ça m'a chauffé pendant une semaine. Ah bon? Je te jure, pendant une semaine. J'étais surpris, je savais même pas ce qui était arrivé. Mais surpris par rapport à l'agression elle-même ou par rapport à l'agression, par rapport à ce qui était arrivé, par rapport à la façon... Non. Je pense en plus que tant qu'on n'a pas eu de problème Ouais, non, mais ça c'est vrai. Dans notre travail, on ne peut pas ressentir ce que moi j'ai vécu et tout, quoi. Tu sais très bien que c'est des choses qui arrivent dans ce métier. Je veux dire, quand tu descends, tu appréhendes toujours à droite, à gauche, devant, derrière, s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir te mettre un coup de poing ou un coup de couteau, ou même quand une personne monte le soir, ça fait partie du boulot, ça. Depuis l'époque de Vincent, les choses ont un peu changé. Désormais, les chauffeurs de l'équipe de nuit sont tous des volontaires. Leur salaire de base est le même que celui des autres chauffeurs, en moyenne 1 500 € net par mois en début de carrière. Mais les heures de nuit sont payées 25% de mieux. L'année dernière au TCL, on a recensé 191 atteintes à la personne sur des chauffeurs. Kelif, lui, n'a jamais subi d'agression, mais ça ne l'empêche pas d'être toujours sur le qui-vive. À chaque fois qu'on prend notre service, c'est systématique. Les yeux constamment dans le rétroviseur. Donc bon, là, comme vous avez pu le constater, vous avez 2 jeunes à scooter et vous avez des jeunes dans le bus qui ont demandé l'arrêt uniquement pour parler aux collègues en scooter. Voilà. Ils n'ont pas voulu descendre, mais uniquement parler aux collègues. Bon, il faut essayer de garder son calme. En fait, il faut être un peu ferme, mais tout en respectant l'autre. Tout simplement. Je vais vous citer juste un cas. Je me rappelle qu'un jour, j'allais sur Bellecour, et l'arrêt du 10, il était bondé. Il y avait plein de monde. Et il y avait 3 ou 4 individus qui se battaient avec des bouteilles.
Donc ces gens-là voulaient monter dans le bus et je leur ai fait comprendre que non, ils ne montaient pas. Et voilà, donc on s'est un petit peu pris de gueule avec ces gens-là, mais tout en les respectant. Hein. Et je leur ai fait comprendre que non, il ne fallait pas qu'ils montent pas, point barre. Voilà, c'est tout. Donc ils ne sont pas montés. Et la personne qui est arrivée, donc le collègue qui est arrivé juste derrière moi, qui leur a dit, bah, écoutez messieurs, par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas monter, tout le tralala, et ben il a pris un coup de bouteille sur la tête. Voilà. Parce qu'il a voulu être poli, c'est bien, mais être trop poli, c'est pas bon non plus. Quelques arrêts plus loin, nous croisons un autre bus de la ligne 10. Il est en warning. La situation n'est pas normale. On va lui demander si tout va bien. Ça va? Ça va, t'as pas de soucis? Non, mais j'attends la gendarmerie. Ah, il me semblait bien que t'avais un souci. Hein? Il me semblait bien que t'avais un problème. Ouais, j'ai un problème depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, il y a un jeune qui s'est fait piquer son portable. Dans le bus? Ouais. Moi, je te dis pas, les clients, ils sont comme des fous. Ouais. Ah, et en plus, j'ai vachement de retard. Hein. Putain, c'est ils pas ont attrapé croyable. les mecs, mais bon, ils avaient plus le portable. Bon, bah si t'as rien, c'est le principal. Bon courage. Autre nouveauté, les bus sont désormais équipés de caméras de surveillance, dissimulées en plusieurs points de l'habitacle, et d'un boîtier de sécurité, un système d'alarme automatique avec 3 degrés d'urgence. On a le bouton orange, ça peut être suite à des insultes, à des doigts, ou alors un automobiliste qui nous barre la route. Le bouton rouge, c'est plus une agression verbale, et par contre le dernier bouton qu'on appelle l'appel D, alors celui-là c'est le dernier recours. C'est-à-dire que celui-là c'est on s'en prend au chauffeur, on s'en prend aux gens, il y a une bagarre générale dans le bus, il peut se passer n'importe quoi, c'est le dernier recours. L'appel D comme détresse, il aboutit ici, au PC sécurité des TCL, une nouveauté créée en 2006. 3 opérateurs s'y relaient jour et nuit pour répondre aux 1100 bus lyonnais en circulation. 103 boulevard des Étangs. Tous les véhicules sont géolocalisés et la gestion des appels de détresse est devenue beaucoup plus efficace. Jean-Jacques Leblanc est lui-même un ancien chauffeur. Il a débuté il y a plus de 30 ans et il mesure le chemin parcouru. Ok, reçu, merci. Moi, on en parle souvent. À l'époque, on n'avait pas de radio, on n'avait rien du tout. Moi, quand je suis rentré il y a 30 ans en arrière, on n'avait absolument pas de radio. Hein. Quand on était en panne, on s'arrêtait au bistrot pour téléphoner, pour dire on a un bus en panne, on n'avait absolument rien. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'outil radio, certainement, oui, ça les sent plus rassurés. Le PC vient de recevoir un appel. Je vous écoute. Et il est toujours sur place? Ok, je vous envoie une équipe. Donc là, vous voyez la géolocalisation immédiate du bus qui apparaît à l'écran, qui est consécutive à l'appel détresse. Donc là, lorsqu'on clique sur ce véhicule-là qui vient d'émettre l'appel détresse, on a toutes les informations du véhicule. Donc le véhicule est ici, et là on voit qu'on a un véhicule de chez nous, ici, qui est à proximité. Donc c'est celui-ci qu'on va privilégier pour l'intervention. Sur un contrôle et qu'on a un appel... 5 véhicules d'intervention sillonnent la ville toute la journée. De nos agents. Mario, Jean-Jacques, Max et Kader font partie du groupe d'appui technique, le GAT, les gros bras censés porter secours aux conducteurs en situation difficile. 515, bien pris, on s'y rend. Ils viennent d'être appelés à la rescousse. Un chauffeur de bus serait aux prises avec un passager agité. Le PC a demandé leur intervention. C'est un bus qui a fait un appel de détresse, donc on va y aller, on ne sait pas où il est, on ne sait pas trop ce que c'est. On va dans l'inconnu, quoi. Là, bon, comme vous pouvez constater, on va mettre un petit temps quand même pour y monter. Et c'est bien le problème. Les hommes du GAT ne sont pas des policiers. Ils n'en ont pas les prérogatives. Ni priorité, ni gyrophare. Là, vous êtes bloqué, vous n'avez pas le gyrophare, vous n'avez pas le droit. Non. Du coup, il leur faudra 15 minutes pour intervenir. Et lorsqu'ils parviendront enfin à retrouver le bus, il est trop tard. Le perturbateur est déjà descendu. J'ai été monté à la gare Satonnet, il a commencé à, je crois, brailler, à râler. Ouais. Et le gars, j'ai invité à venir ici justement pour écouter ce qu'il avait à dire. D'accord. Il n'a pas voulu, puis après il... Ok. Ouais, Ça va? apparemment, Ouais, ça va. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de C'est bon? souci. On te laisse. À bientôt, finis bien. Plus. Ok, moi aussi. Plus de peur que de mal, la mission est terminée. La 2024, RAS. Il est reparti, pas de souci. Pas de souci. En cas de problème vraiment grave, la police est alertée, bien sûr. Mais dans la majorité des cas, les hommes du GAT interviennent seuls. Et ils arrivent souvent après la bataille. C'est un peu frustrant, un peu énervant. C'est vrai qu'on voudrait faire plus vite, pour intervenir plus vite, quoi. C'est vrai que quand ça n'avance pas,
Et puis que quand vraiment c'est un appel qui vaut le coup, c'est-à-dire une agression de conducteur ou de client, vraiment une agression, on voudrait être là un peu plus vite, mais on ne peut pas. C'est comme ça, et puis faut s'y faire, quoi. Bouton d'urgence, PC de sécurité, groupe d'intervention, ces nouveaux outils sont-ils efficaces? Voici les statistiques de la compagnie lyonnaise de transport en commun. Depuis 1997, le nombre d'agressions et d'incivilités vis-à-vis des agents n'a quasiment pas baissé. Un léger recul apparaît en 2006, date de création du PC sécurité. Mais depuis, les chiffres sont repartis à la hausse. Patrick Ojog, ancien haut fonctionnaire de police, est responsable du PC sécurité de Lyon. Et il est bien obligé de reconnaître que la lutte contre l'insécurité dans les bus a trouvé ses limites. Est-ce que le PC sécurité, c'est vraiment dissuasif? Oui, la sécurité, c'est dissuasif. Ce qui remonte effectivement, c'est plutôt les atteintes aux agents, parce que le métier est compliqué et le rapport à la clientèle est un petit peu plus compliqué. On a des périmètres un petit peu sensibles. Mais il est plus compliqué depuis 2006, par exemple, ce rapport avec la clientèle, entre les agents et la clientèle? Non, il est lié à l'évolution de la société, plus que par rapport au réseau lui-même. Les à-coups de la société, ses injustices, ses crispations, les chauffeurs de bus y sont confrontés en première ligne. Dans notre premier reportage, il y a 15 ans, nous avions filmé en région parisienne. Nous avions fait la rencontre de Jean-Pierre Perron. Lui, ce qui le mettait en colère, c'était les records de fraude sur sa ligne. La 268, Saint-Denis, Villiers-le-Bel. En caméra cachée, nous l'avions constaté, très peu d'usagers validaient un titre de transport. Tout de suite, ça s'engouffre, il n'y a pas de problème. Dans la merde. Il y a des contrôleurs. Si je me casse le cou, il y a des contrôleurs. Mettez quelque chose dans la boîte, s'il vous plaît. Hein. Un ticket, ouais. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? C'est gratuit? Qu'est-ce qui se passe si vous dites quelque chose? C'est où il m'envoie chier gentiment. Vu que ça peut te foutre, t'as qu'à conduire, t'es là pour conduire, et puis c'est tout. Ou alors ça dégénère. Aujourd'hui, quand Jean-Pierre Perron vend un ticket, c'est un événement. Cette semaine, entre lundi et vendredi, j'en ai vendu, j'ai fait le compte hier soir, j'ai dû en vendre 6. Un par jour. 15 ans plus tard, Jean-Pierre Perron est parti à la retraite, mais la ligne 268 continue de se distinguer. Dans un rapport de la RATP daté de novembre 2010, elle figure en numéro 2 des lignes de bus les plus fraudées de toute l'île de France. Près de 15% des usagers y voyagent sans ticket. La RATP n'a pas accepté notre demande de tournage. Nous avons donc tourné sans autorisation. Dans un bus choisi au hasard sur la ligne 268, nous avons questionné le machiniste sur le problème de la fraude. Donc là, on va dire 10 personnes à l'arrêt, on va dire entre 10 et 15 personnes qui vont monter dans le bus. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont valider. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre titre de transport s'il vous plaît madame. Bonjour. Bonjour, le titre de transport s'il vous plaît. Bonjour. Vous voyez que les gens ils m'entendent pas alors que je leur demande le titre de transport. Le problème, c'est que depuis 5 ans, la RATP exige de ses machinistes qu'ils contrôlent les tickets. Leur profession a d'ailleurs été rebaptisée. Ils sont désormais machinistes-receveurs. Un double rôle qu'ils estiment impossible à tenir. Il y a certaines choses qu'on veut nous imposer et qui n'est pas réalisable. Comme quoi? Comme demander la validation systématique de tous les voyageurs, c'est impossible. C'est impossible parce que là, c'est sûr qu'on part au clash avec les gens et on va pas rentrer intact. Moi, je ne vais pas risquer ma vie pour la RATP. C'est une hors de question. À un moment, j'ai voulu faire ce que disait la RATP lorsque j'ai vu que j'ai eu 2-3 agressions. Et, après, on réfléchit différemment. Voilà. C'est pas qu'on ne veut pas le faire, mais on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul. Ne plus être seul dans les bus, c'est la principale revendication des machinistes. Nous sommes à Saint-Denis, en banlieue nord. François Rodriguez est syndicaliste CGT. À ce titre, il a accepté de nous parler à visage découvert.
C'est votre quartier ici? Moi j'y suis né ici. J'ai 50 ans et je suis né ici. François a fait toute sa carrière de chauffeur de bus à la RATP. Et aujourd'hui, il fait le même constat que ses collègues. On leur en demande trop. Moi j'ai été sur Paris dernièrement, là, j'ai pris le bus. J'ai vu un machiniste, il s'est arrêté, il a demandé le titre de transport. Je l'ai regardé avec des gros yeux. Je fais, tu fais ça sur ma banlieue. Mais le lendemain tu passes, t'as plus de carreaux, quoi. Ton bus, on peut pas, c'est ce que j'essayais d'expliquer la dernière fois, c'est qu'on... L'entreprise nous demande de faire un boulot, nous demande de le faire le plus correctement possible, mais il ne nous donne pas les moyens de le faire. Théoriquement, je devrais demander le titre de transport aux gens, les empêcher, je ne sais pas par quel moyen, mais les empêcher de monter par l'arrière, qu'ils puissent monter par l'avant, qu'ils puissent valider. Mais après, je vais rester un quart d'heure à chaque arrêt, quoi. Et puis les voyageurs, ils vont venir me voir. Monsieur, j'ai un train à prendre, je suis en retard, là. Je vais te montrer. François s'est procuré les signalements internes d'agression au dépôt de Saint-Denis. Son sentiment, c'est que lorsque les machinistes essaient de faire appliquer à la lettre le règlement, ils prennent le risque de créer des conflits. Le 5 de ce mois-ci, sur la ligne 255, une menace. Un voyageur mécontent que le machiniste n'ouvre pas les portes arrière vient de le menacer. Tu vois, problème de porte arrière. L'entreprise nous dit bien, on n'ouvre pas les portes arrière, les gens doivent monter par la porte avant. Tu vois, hop, source de conflit. Et effectivement, heureusement que c'est pas tous les jours, mais on voit que c'est régulier. Et c'est angoissant, quoi. C'est angoissant. Ça finit par devenir angoissant. On n'a pas de prime d'insécurité, on n'a pas de prime de tout ça, et on n'en veut pas d'ailleurs. On n'en veut pas, parce que si on demande ces primes-là, ça voudrait dire qu'on accepte un peu comme la police, les militaires. Non, on n'est pas des policiers, on n'est pas des militaires. On est des agents d'un service public qui sont là pour transporter des gens. Le matin pour aller au boulot, le soir pour rentrer du boulot, les moments pour aller au marché, etc., quoi. On n'est pas là pour recevoir des coups. Il y a 15 ans, nous avions filmé une forme de réponse à la fraude et à la violence dans les bus. C'était les grands frères. Des agents recrutés dans les quartiers qui tentaient de recréer le dialogue. Être grand frère, c'est avoir grandi dans une cité et être prêt aujourd'hui à défendre la loi. Vous continuez ou vous descendez? À 30 ans, Malik a relevé le défi. Depuis 2 ans, pour 7 000 francs par mois, il tente de faire payer le bus à ses anciens copains de la cité. On se rend compte, nous, on a la carte orange maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ils habitent chez nous, c'est les gars de chez nous. C'est les gars de la cité. Ouais, ça va. Ils sont gentils avec nous. Hein? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Tu sais, tu connais le remède. Alors, il l'a dit, vous avez vu? Il a dit, je connais le remède, j'ai pas le droit de monter sans checker. Des enfoirés. Ouais. Déjà, ça se fait même pas. On est des gars de la même cité, vous nous bougez du bus comme ça et hop, dehors. 15 ans plus tard, les grands frères ont quasiment disparu des bus de la région parisienne. D'après Philippe Tamazian, qui dirige une société de transport dans la banlieue sud, ce qui semblait au départ une bonne idée aurait rapidement montré ses limites. Les contraintes qu'on avait au départ au niveau des embauches des agents d'ambiance étaient un petit peu problématiques puisqu'on nous obligeait à prendre des jeunes issus de ces quartiers. Bon, ça posait pas un problème particulier, mais souvent avec un niveau d'éducation assez faible. Et donc des gens qui n'étaient pas forcément facilement intégrés, qu'on ne pouvait pas facilement intégrer dans les entreprises, avec l'organisation des entreprises, la contrainte, la discipline d'une entreprise, c'était pas forcément très facile et on a eu un certain nombre de déconvenus pour les mettre en place, oui, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, au lieu des grands frères, les sociétés de transport en commun ont mis en place ce qu'on appelle des médiateurs. À Juvisy, voici Fred et son équipe. Leur mission est toujours d'aller au contact des usagers, d'ouvrir le dialogue, mais leur profil a changé. Plus âgés, Fred et ses collègues ne sont pas issus des quartiers dans lesquels ils travaillent. Sur leur CV, des expériences dans la police ou dans le gardiennage. On fait moins copain-copain que les grands frères, mais ça ne semble pas moins efficace en termes de dissuasion. Il suffit d'ailleurs souvent qu'ils se montrent pour que certains préfèrent passer leur chemin. Il n'avait pas de titre de transport, donc il a décidé de faire demi-tour. Il vous a dit? Ouais. Il m'a dit je suis obligé de payer, je lui ai dit oui.
Il a pris la décision de certainement prendre le prochain ou de rentrer chez lui, j'en sais rien. De combattre la fraude, mais la limite c'est ça, c'est comme nous, on incite à la validation, donc quelque part, ouais, on combat la fraude. On incite simplement, après on va pas aller se battre avec les gens pour mettre des amendes, on n'est pas sermenté à ça. Voilà, on contribue à limiter la fraude. Ouais, toi Gérald, qu'est-ce que tu penses de notre présence dans ton bus? Qu'en penses-tu? Ça peut être que bénéfique. Ça peut être que bénéfique de vous avoir. Ça fait une présence en plus. Et ça rassure, je pense que ça rassure les clients et le chauffeur aussi, quoi. Le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur dans un conflit, ça apaise plus facilement. Et c'est un peu ce qu'ils font, quoi. Les chauffeurs semblent donc satisfaits. En revanche, l'avis des passagers est assez partagé. Mais franchement, non, c'est sympa. Ça a changé C'est quoi mieux. dans l'ambiance du bus, du coup, les médiateurs, à votre avis? Ben, c'est la première fois que je les vois. Je vous dis la vérité, c'est la première fois. Les agents de médiation, ça change rien du tout. Je suis vraiment désolé, mais pour moi, c'est vraiment on gaspille l'argent pour rien, quoi. Non, si maintenant il y a une embrouille et tout, comme dit Daniel, avant d'appeler la police, machin, tout ça, qu'ils sont là. On dialogue avec eux de toute façon. Il n'y a pas de dialogue. On les voit. Enfin, moi je les vois pas souvent. Je les vois rarement. Et quand je les vois, c'est souvent ils sont à la sortie du bus en fait. Dès que vous sortez, puis ils sont devant. Ils vous demandent vos tickets et puis c'est tout, quoi. Aucune étude statistique n'a essayé d'estimer l'efficacité des médiateurs. Mais à Juvisy, la fréquentation des lignes de bus où ils sont présents est en hausse. Cela rend plutôt optimiste, même si on est loin d'avoir réglé tous les problèmes. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour répondre à tous les problèmes? Je pense que l'on dépasse le cadre transport. Je veux dire, pourquoi des gens caillassent des véhicules? Pourquoi des gens sont en déshérence dans les rues? Pourquoi ça dépasse largement le contexte transport? On subit. Quelque part, le transport, c'est l'autorité, c'est bon. Et donc, on peut s'en prendre au transport comme on s'en prend aux pompiers, comme on s'en prend à la police. Ce qui est clair, c'est que on ne rencontre plus globalement de gros incidents comme on a rencontré, mais on n'est pas à l'abri d'incidents plus graves, oui. 15 ans après notre premier reportage, nous avons rencontré des chauffeurs de bus fatigués, désabusés ou amers. De nouvelles solutions ont fait leur apparition, mais leur impact reste forcément limité. Nous pourrions terminer aujourd'hui ce nouveau reportage par la même phrase de conclusion que le tout premier, en 1996. Décidément, les compagnies de transport devront bien finir par se poser vraiment un jour la question de la violence sociale. « 8h du matin, dans le nord de Paris. Cet homme n'est pas un éboueur. Christophe Naudin est criminologue. Il enseigne à l'université de Nanterre. J'inspecte juste vos poubelles, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que les gens bouffent comme hamburger? C'est dingue. Il récupère des informations confidentielles jetées par négligence et en tire des statistiques. Son objectif, démontrer la vulnérabilité de nos identités. Bah là, par exemple, j'ai un relevé de banque. J'ai le numéro du compte, j'ai l'adresse de la personne, j'ai tous les éléments. Voilà, première poubelle, premier exemple. En 40 minutes, il va récolter de quoi reconstituer 3 identités différentes. Ce que je peux vous dire, c'est que 80% des poubelles contiennent des documents sensibles comme cela. Et mettons, je le fais une petite fois par mois. Cette méthode, c'est une de celles qu'utilisent aujourd'hui faussaires et usurpateurs. Là, par exemple, je viens de retrouver une feuille de mutuelle que j'ai recomposée. Et là, ce qui est super, c'est que j'ai le numéro de sécurité sociale de la personne, son nom, son adresse, j'ai son compte en banque qui est là. Là, je peux commencer en fait à recréer une personne par rapport à ça. Alors une fois que vous avez
usurper l'identité d'une personne existante, eh ben, vous allez pouvoir contractualiser à sa place. Acheter, commander. Et puis, dans les cas les plus graves, vous pouvez vous marier, reconnaître des enfants, acheter une voiture ou un immeuble, enfin des choses importantes. C'est marrant parce qu'on trouve 2 cassettes intéressantes. Une, Mon nom et personne, et l'autre, True Lies, sur l'histoire de quelqu'un qui prend une fausse identité qui se fait passer pour celui qu'il n'est pas. Vous voyez, alors, un seul papier égaré et la vie peut basculer. C'est vrai. S'approprier l'état civil de quelqu'un pour frauder ou voler en son nom, un type de criminalité en plein développement. Et ceux dont les identités sont usurpées se retrouvent accusés. Pour eux, c'est un cauchemar, parfois très long, qui commence, et cela arrive tous les ans à des milliers de Français. Rencontre avec ces victimes des voleurs de noms. Être victime d'une usurpation d'identité, cela peut conduire tout droit à la case prison. La vie de Charlie a basculé à Roissy en juillet 2008, au moment de partir en voyage. Donc au moment où j'embarquais, arrivé à la douane, je me suis fait arrêter par la police de la douane. Et donc là, on m'apprend que je suis en mandat d'arrêt international pour une escroquerie. Donc voilà, et je ne comprenais pas. Son avion part sans lui. Charlie passe 24 heures de garde à vue au commissariat de Roissy. Photo, fouille, ils m'ont déshabillé comme un criminel. Pour eux, c'était directement de m'envoyer en prison. Le lendemain matin, on l'emmène au palais de justice à Paris. Il est présenté devant une magistrate. Il est accusé d'avoir commis une escroquerie portant sur 25 000 € à Karlsruhe, en Allemagne, et risque 10 ans de prison. Pour eux, c'était moi le coupable, quoi. C'était moi l'escroc, c'était moi le recherché. C'était vraiment une humiliation pour quelqu'un, moi, pour que j'ai rien fait, je ne peux pas subir les problèmes d'un autre. Pour Charlie, il s'agit forcément d'un autre, qui s'est fait passer pour lui. La magistrate lui accorde 24 heures pour prouver son innocence. Coup de chance, Charlie est laborantin à l'Institut Pasteur, où existe un système de badge magnétique qui enregistre entrée et sortie. Ce qui va le sauver, ce sont ses relevés d'heures de présence. Le jour de l'escroquerie, le 13 juin, il a effectué une journée de travail complète de 8h à 15h45. Donc c'est ce badge qui m'a permis de prouver mon innocence. Comme quoi je ne trouvais pas en Allemagne. Les ennuis semblent terminés, mais 2 mois plus tard, après un banal contrôle routier en banlieue parisienne, il présente ses papiers et est à nouveau conduit sous les verrous. On me transfère là, et c'est là un moment où un policier m'a montré une photocopie de ma pièce d'identité. Il m'a dit, c'est pas vous ça? J'étais surpris, j'ai dit mais non, ça c'est moi. Il me dit, ben voilà, ça c'est vous, mais vous allez aller en prison. Cette carte d'identité, Charlie l'avait égarée 2 ans plus tôt. Apparemment, c'est grâce à elle qu'un usurpateur a pu se faire passer pour lui. Pour Charlie, ce sera à nouveau 24 heures de garde à vue. En mars 2009, la justice établit qu'il s'est bien fait voler son identité. Charlie se croit alors définitivement tiré d'affaire. Vous voyez ma famille juste au 2e étage. La Nathalie qui descend. Mais le mandat d'arrêt européen qui porte son nom court toujours. Le 4 mars dernier, à 6h30 du matin, la sonnette retentit dans l'appartement familial. Donc là, j'ouvre. Derrière la porte, c'est la police qui vient arrêter Charlie pour la 3e fois. Et j'ouvre la porte. Ah ouais. Il me dit, suivez-moi, là vous êtes arrêté. Je dis, comment ça? Il me dit, si c'est pour la même histoire, ma mère me dit, on a toutes les preuves nécessaires qui justifient mon innocence. Après, ils m'ont mis les menottes dans le dos et je comprenais pas. Et il y a mon petit frère qui était là, il a vu les parents, le père, ses millions. Donc, qui ont des sociétés, d'autres frères qui travaillent à Roissy. Le problème de Charlie est devenu celui de toute sa famille. Son père, sa mère, ses sœurs, tous craignent que Charlie se retrouve à nouveau sous les verrous à la place d'un autre.
On le suit maintenant à la trace. Partout où il se rend, on est obligé de voir si tout se passe bien, s'il n'a pas de problème avec les flics, enfin avec la police. Quand il est au travail, j'appelle. Charlie, tu es au travail, ça va. Quand il est, comment on appelle, dans les métros, il dit Charlie, ça va, à chaque fois. Moi, mais je n'aime pas les quêtes tranquilles. J'ai peur qu'à chaque fois, on lui arrête pour ça. Charlie a démontré qu'il n'avait rien à voir avec l'escroquerie commise en Allemagne, mais sa carte d'identité continue à circuler. Et il reçoit régulièrement des amendes ou des factures impayées à son nom. Il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Je ne sais pas combien de Charlie qui se promènent. Donc peut-être qu'il y a des Charlie qui se promènent en France, des Charlie qui se promènent en Allemagne. Donc oui, j'ai peur. On craint le pire, on craint qu'on nous annonce que le monsieur, enfin la personne qui a pris l'identité de Charlie, ait fait une grosse connerie. Et donc on craint le pire, on craint un meurtre. Et c'est vrai que lui aussi, par rapport à tout ça, il n'est pas bien. Et ça joue sur son état psychologique. C'est vrai que quand on voit cette situation, le pauvre, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est toute une vie qui bascule, c'est plein de projets qui basculent. Le plus difficile, pour ceux qui se sont fait voler leur identité, c'est de prouver qu'ils sont bien eux-mêmes. Le criminologue Christophe Naudin rencontre régulièrement des victimes d'usurpation. Il les aide à se sortir du labyrinthe judiciaire et administratif. En général, je tombe souvent sur des gens qui sont désespérés, des gens qui sont traumatisés, donc qui essayent de bien vivre, hein, mais des gens qui sont profondément marqués par cette épreuve. En plus de ça, ce qui me surprend beaucoup, c'est que c'est une épreuve qui dure longtemps. Elles ont beaucoup de mal à se défendre, parce que le droit n'a pas prévu qu'une victime ait à prouver son identité. Ce jour-là, il se rend à Lyon pour rencontrer Abdel Fatteh Essaïnia. Cet homme cherche à récupérer son nom depuis 4 ans. Français, né à Lyon, il vit aujourd'hui comme un clandestin. Si vous voulez, j'ai pas de vie. J'ai pas de vie, à part je travaille, je rentre chez moi et voilà. J'ai pas de vie. Cela a commencé en 2006, lorsqu'il s'est présenté à sa mairie de Fontaine-sur-Saône pour renouveler ses papiers. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va un petit peu. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des nouvelles? La dernière fois qu'on a eu... Voilà, oui, c'est le réponse. dossier toujours en instance au ministère de l'Intérieur. Dossier toujours en instance. Vous voyez, regardez, je ne mens pas. Hein, dossier toujours en instance à ce jour. Mais on ne sait pas ce qui bloque. À quel niveau, on ne sait pas. Voilà, c'est le problème. Vous le connaissez bien, donc, monsieur? Ah bah oui. Ah bah oui, parce que le... Une fois par mois. Ouais. Je l'envoie, puis dès que j'ai quelque chose, on vous passe un coup de fil. Merci bien. Merci. Allez, au revoir, bonne journée. Sa demande est bloquée parce que l'administration a été sollicitée par 2 autres, Abdel Fatteh Essaïnia, et il ne parvient pas à convaincre qu'il est bien le vrai. Ça fait 4 ans que j'entends les mêmes réponses. C'est ça que... Voilà, moi, c'est de me délivrer une pièce d'identité. C'est ça que je veux. On va tout mettre à plat. J'espère, parce que ça fait 4 ans que je viens... Privé de papier, Abdel Fatteh a dû renoncer à un projet de mariage à cause de l'usurpation. Il se sent perdu et impuissant. Christophe Naudin va l'aider à faire la preuve de son identité. Mais à qui je prouve? À qui? C'est ça que je trouve pas à qui. Et je cherche, j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant. Ça fait 4 ans que je cherche, j'ai pas trouvé, je prouve à qui ma vraie identité. Abdel, je vais vous poser des questions sur vous, hein, et puis vous allez me répondre du mieux que vous pouvez, et vous faites un gros effort de mémoire pour me dire les choses que je vais vous demander. Il va même devoir solliciter la mémoire de toute la famille. Est-ce que vous vous souvenez du nom de vos professeurs? Franchement, je me rappelle plus. C'est un peu vieux. Comment s'appelait l'ancien de français? Habiba Chaoui. Habiba Chaoui. Voilà. Alors, Habiba Chaoui. Il y a prof de sport. Prof d'anglais, je me rappelle. Ça, ce sont des questions qui, si on les pose à l'usurpateur le jour où, en fait, on va l'interpeller, il ne peut pas répondre à ça. Les usurpateurs laissent derrière eux des traces, des amendes, des paiements réalisés sur un compte ouvert au nom d'Abdel Fatteh. Autant d'indices qui peuvent permettre de remonter une piste. Je suis prêt à parier que ça, c'est des dates de week-end. Voilà.
Donc il y a des gros chèques et des petits chèques. Et d'après ce que je vois moi dans les papiers, il y a plusieurs personnes en fait qui ont utilisé votre identité. Donc je pense qu'elle a dû être vendue, votre identité. Il y a une carte d'identité qui a tenté d'être faite à Marseille, et puis il y a l'autre qui a été faite, je sais pas où. Voilà, et donc il y a 2 cartes d'identité déjà. Et comment quelqu'un a pu se faire établir cette carte d'identité? Il a sans doute eu un extrait d'acte de naissance d'Abdel, simplement en écrivant à Lyon, en disant voilà, je voudrais un acte de naissance. Et puis à partir de là, il a un petit peu construit d'autres éléments probatoires avec une adresse, avec des choses comme ça. Et voilà, et ensuite il s'est fait faire des papiers. Voilà comment Abdel Fattah a perdu son état civil. La seule preuve qu'il lui reste, c'est cette carte d'identité, datant de ses 15 ans, aujourd'hui périmée. Je vous dis la vérité, moi, si ça m'aide. Celle-là, si je la perds, peut-être je n'existe plus après. Je suis arrivé à un stade où j'ai même pensé au suicide. Moi, je termine cette vie qui... Parce que j'ai rien. Je suis pas en train de vivre comme tout le monde, comme tous les jeunes, comme tout le monde. Je ne suis pas certain que les magistrats mesurent toujours l'importance des infractions liées aux problématiques identitaires. Et deuxièmement, pour eux, une usurpation d'identité, c'est pas si grave. Et puis que M. Essania soit interdit bancaire jusqu'en 2013, ok, c'est embêtant, mais c'est pas si grave. Moi, je pense que c'est très grave. Comment nos identités peuvent-elles être volées, revendues et utilisées par les usurpateurs et les fraudeurs? Quelles sont les méthodes qu'ils utilisent? Répondre à ces questions, c'est une des missions du commissaire Joubert, la patronne du bureau de la fraude documentaire au ministère de l'Intérieur. Une des méthodes classiques d'usurpation consiste à utiliser les papiers d'une vraie personne en changeant simplement la photo. Sur certains anciens modèles de passeport, c'est très facile. La sécurisation de la photo est vraiment très faible et il était très facile de le substituer. Et la photo, en fait, elle est rapportée, elle n'est pas imprimée. Et en fait, c'est très aisé de la décoller et puis de remettre sa photo. Donc là, en l'occurrence, ça permet une usurpation puisqu'en fait, le fraudeur va maintenir le nom, le prénom, les mentions liées à l'identité et va modifier uniquement la photo. Autre mode opératoire, le plus simple mais aussi le plus risqué, c'est de jouer sur la ressemblance, sans même changer la photo, comme ici. Donc là, par exemple, vous pouvez le voir, la photo sur le document, vous voyez les guillemets là derrière, et donc ça, c'est l'usurpatrice. Rien que la bouche, vous voyez bien que la bouche, c'est pas la même forme concernant la bouche. Pour démêler le vrai du faux, la police utilise ce logiciel de formation. Il fonctionne comme un jeu. Il s'agit de trouver si les deux photos représentent ou non la même personne. Les oreilles sont vraiment différentes. Ouais. C'est le même ou pas? Non. Non, alors pourquoi non? Les yeux... Si, c'était le même. C'était le même. C'est le même? Ouais, mais je dirais que c'est le même là. Ah ouais, je dirais que non, mais bon. Ah, c'est le même, voilà. Pour détecter l'usurpation, les policiers décomposent les éléments d'un visage. Ah bah c'est pas forcément évident, hein. Rien que le policier à l'aéroport, il a tout un avion qui sort, les passagers veulent passer vite, c'est pas évident, effectivement. Dernière méthode, celle qui se développe le plus, l'usurpateur se fait faire de vrais papiers au nom d'un autre. On ne fraude plus sur le document final, mais on fraude sur les documents qui sont nécessaires à la constitution du dossier. Ce qui est facilité, effectivement, c'est l'accès aux actes de naissance par Internet ou l'absence de vérification lorsqu'on le délivre. Ça, c'est une problématique. Une vraie faille. Sur le site internet de nombreuses mairies, il suffit de se procurer le nom, la date et le lieu de naissance et le nom des parents d'une personne pour obtenir une copie de son extrait d'acte de naissance. On peut ensuite se faire établir de nouveaux papiers authentiques avec l'identité d'un autre. Auxerre, le 7 mai dernier. Dans près de la moitié des cas,
L'usurpateur préfère la solution de facilité et choisit sa victime au sein même de la famille ou du cercle de connaissances. Usurpé depuis 15 ans, Pascal Griffaton espère que son cauchemar va enfin se terminer. Le double, qui se joue de lui, va enfin être jugé. Ça fait des années et des années que je demande à différents tribunaux de mettre cette personne hors d'état de nuire. J'attends mon avis de ce parquet, pas grand-chose. Qu'est-ce qui est jugé aujourd'hui ? Patrice Griffaton, alias Pascal. C'est son prénom que Pascal veut récupérer, volé par Patrice, son propre frère. Mais il n'a plus confiance dans la justice. L'usurpateur a été arrêté, mais pas incarcéré. Il est en cavale et ne viendra pas à l'audience. 2 heures plus tard, la justice a reconnu le préjudice subi par Pascal. L'usurpateur a été condamné à 4 ans de prison ferme. La réaction ? Bon, c'est une bonne nouvelle quand même, quoi. 4 ans de prison, c'est ça ? 4 ans de prison, oui. S'il fait ces 4 années-là, oui, ça sera déjà bien. Mais après, quand il ressort, il peut recommencer pareil. Et il n'y a rien qui en empêche. Alors, à plusieurs reprises, le président lui-même vous a appelé Patrice. Vous avez vu, hein, là, c'est gros, là. Voilà, le président en face de moi m'appelle Patrice, quoi. Vous voyez, c'est... Et le sentiment, là, mais le procureur, dans son référent... c'est tout le temps à moi qu'on demande de s'exprimer, hein, de me justifier comment je m'appelle. Ben, je vais vous dire, je ne sais plus comment je m'appelle. Les services de police et de justice ont mis 15 ans à démêler le vrai du faux. Oui, je vous l'avais dit, hein. Il serait pas là. Il y a 1 an, alors qu'il n'était pas encore en fuite, Patrice Griffaton, l'usurpateur, avait donné une interview à une chaîne de télévision. Il y expliquait la facilité avec laquelle il s'est fait passer pour son frère pendant toutes ces années. Avec un contrôle routier, j'étais recherché, j'avais pas envie de me faire arrêter, donc j'ai donné le nom à mon frère. Je me rappelais au moins quand il avait passé le permis, comment il s'appelle, le nom de ses parents, c'est plus facile. Ici à Auxerre, quand je me suis fait contrôler, j'étais au poste de police, ils ont pris mes empreintes, mes photos, ils m'ont jugé au nom de mon frère, parce que j'ai dit que je m'appelais mon frère. S'ils auraient regardé mes empreintes, ils auraient vu que j'étais moi. Mais on vous a demandé une pièce d'identité, on vous a demandé un permis de conduire. Ouais. Et j'ai fait comme d'habitude, j'ai dit plus tard. Je les emmènerai plus tard. Nous avons cherché à le retrouver. Son nom est encore inscrit sur la boîte aux lettres de son dernier domicile, mais il a disparu depuis le mois de janvier. À Auxerre, tout le monde connaît l'histoire des frères Griffaton. Dans une de ces agences d'intérim, on se souvient même d'avoir employé l'usurpateur sous ces 2 identités différentes. Et est-ce que vous vous souvenez de la manière dont il a justifié de son identité ? De mémoire, c'était un justificatif de perte de pièce d'identité, au nom de Pascal Griffaton. D'accord. Et donc il est revenu sous le prénom de Patrice. Donc on a discuté un petit peu, et puis bon, il m'a avoué qu'il avait commis cette usurpation pour éviter quelques petits soucis juridiques. De toute façon, moi, connaissant déjà son sérieux au niveau professionnel, je l'ai refait travailler. Et si je dis qu'il a été condamné à 4 ans de prison là, tout à l'heure, ça vous fait quoi ? 4 ans, ouais, quand il sortira, il viendra me voir. En 1998, Pascal Griffaton a fui la Bourgogne pour s'éloigner de son usurpateur et habiter à Angers. Mais les ennuis l'ont vite rattrapé pour ne plus le quitter. Pascal, bonjour. Bonjour, maître Boulet. La seule personne sur qui il a pu compter, c'est son avocat. Malgré la condamnation de son frère, Pascal craint toujours de recevoir des amendes, des condamnations ou des impôts à payer à la place de Patrice. Griffaton Pascal, il y a différentes adresses. Fontenay-aux-Roses, là, c'est dans la région parisienne. Du coup, Pascal a pris l'habitude de noter tous ses rendez-vous pour justifier de son emploi du temps, au cas où. Oui, ça c'est le calendrier. C'est que je marque tout ce qui m'arrive. Pour si des fois il s'est fait arrêter à un autre endroit de la France, dire tiens, ce jour-là, j'étais chez le médecin, j'étais là-bas, j'étais ici, voilà quoi. Voilà, je marque tout. Si on me payait pour tout ce que je fais pour me protéger, disons,
Parce que j'en fais du travail pour expliquer que c'est pas moi. Depuis 15 ans, la vie quotidienne de Pascal est un enfer, rythmée par les injonctions d'huissier, les convocations au tribunal ou au commissariat. Espèce. Ses courses, il les paye en liquide. Son compte en banque a été fermé à cause des amendes et des impayés, laissés à son nom par son frère. Pour les achats, je demande à ma femme qu'elle me donne de l'argent, puis je vais faire les courses. J'ai pas de compte bancaire. Quand vous n'avez pas de compte en banque, vous vivez tout simplement pas du tout. Vous pouvez pas vivre. Je survis juste parce que j'ai une femme, sinon je serais à la rue. Pascal souffre de dépression. Il a été déclaré en invalidité et ne travaille plus. Si je travaille, l'infraction qu'a commis l'autre, les délits, l'argent qu'il a engendré comme dette sous mon nom, ce sera à moi de les payer. Il y aurait des saisies sur mon salaire. Il dit même que si j'avais une voiture, elle serait saisie aussi, et ainsi de suite. Je peux rien avoir, je peux rien avoir du tout. Je reçois des amendes à l'appel alors que je n'ai pas de véhicule. Mais apparemment, je sais pas, ils ont dû me prendre à 130 km/h à pied sur l'autoroute, je sais pas. Ah bon, ce permis me sert à rien du tout, il dort dans mon portefeuille, c'est tout. Je peux pas le prendre. Tout jeune, Pascal a travaillé dans la restauration. Son ancien tablier trône toujours dans la cuisine en souvenir de sa vie d'avant. Une bonne partie de ses journées et de celles de sa femme, Sabrina, sont consacrées à contrer les ennuis judiciaires et administratifs. Une des dernières ruses de l'usurpateur, c'est d'avoir réussi à se faire transférer les droits de Pascal à la sécurité sociale. Là, c'est la signature de l'usurpateur, greffaton Patrice, mais qui s'est appelé Pascal. Voilà, son écriture, sa signature. La pièce du dossier qu'il ne sort jamais, la voilà. C'est la photo de Patrice, l'usurpateur. Je peux pas la voir du tout, je la regarde pas, elle va être reclassée immédiatement, terminée, quoi. Je regarde pas cette photo-là. Voilà. Ça fait mal? Ah oui, ça me fait très mal, oui, Je ne veux pas voir cet individu. Il peut pas l'oublier, c'est constamment. Il pense constamment. Si quand on reçoit pas de papier, il a des contacts avec l'avocat. Et puis les peu de temps entre, c'est des temps courts. Donc ça nous prend tout le temps. Cela fait longtemps que Pascal ne descend plus chercher le courrier. C'est Sabrina qui s'en charge, avec à chaque fois la boule au ventre. On a toujours peur de recevoir des amendes ou des choses qui ne nous concernent pas. Parce qu'on sait très bien qu'ils continuent. Donc forcément, on aura du stress tout le temps, tant qu'il ne sera pas enfermé. Ça boumine la vie de famille, la vie de couple? Forcément. Je peux pas savoir si c'est vraiment une vie de couple ou une vie de famille qu'on mène maintenant. Au début, on était bien. Maintenant, c'est plus notre vie, quoi. On nous a bousillé notre vie. Il n'y a rien de tout à mon nom. Rien d'important. Et comment ça rend, quoi. Une vie en double, 15 ans passés à se battre contre toutes les manigances de l'autre, de quoi être un peu déboussolé. Je sais qui je suis, moi, il n'y a pas de problème. Je sais que je suis greffaton Pascal, je reconnais mon visage, il n'y a pas de problème, il n'y a pas... je sais pas... Mais je me regarde, je suis inquiet. On ne le retrouvera pas. Dans 5 ans, il y aura prescription et il n'aura encore pas fait la peine, quoi. Et surtout, il n'y a rien qui l'empêche de continuer. C'est-à-dire que même qu'on l'incarcérerait ou pas, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il peut aussitôt continuer, se refaire appeler Pascal. C'est d'une facilité, mais alors, comme ça, vous pouvez vivre toute votre vie tranquillement sur le dos des autres. À Paris, Charlie Coissy a rendez-vous avec son avocat. Merci, on va tarder. Merci. Il est convoqué en Allemagne, où il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt européen lancé à son nom. Il redoute de s'y rendre, car pour la justice allemande, il est toujours suspect. Et il n'a toujours pas réussi à comprendre ce dont on accuse exactement celui qui s'est fait passer pour lui, son alias. Étonné du fait que j'ai donné toutes les preuves nécessaires.
La première arrestation, c'était le 4. Et donc aujourd'hui, ce fameux alias se fait apparemment passer pour moi, ou moi je fais apparemment passer pour alias, je ne comprends rien. Tout est flou. Donc, Le problème, c'est que vous ne serez jamais ici innocenté. C'est pas ici que vous le serez. Je veux dire, tant que vous n'irez pas en Allemagne apporter les éléments que vous voulez, vous allez... Donc on va être très très bref. Donc c'est un problème, c'est la justice. La justice française se ne mêle plus parce qu'ils ont eu les éléments nécessaires. Aujourd'hui... Mais elle ne peut pas donner des ordres à la justice allemande d'arrêter de vous embêter. C'est diabolique de dire, oui, il y a bien un Charlie Kouassi c'est moi, mais le Charlie Kouassi là, c'est pas moi. Et on va dire, bah, prouvez-le, mais pour le prouver, il faut aller le prouver là-bas. C'est un coup de massue pour Charlie. Ah, c'est pas gagné, hein. Ah, là, c'est... Ouh. Là, ça va être encore un autre combat. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. Il nous a dit de partir, je vais y aller, hein. Ah, c'est... Ouh. Je sais pas comment... Oh, putain. Ah, ça va être tendu. Putain. Il va devoir prouver à nouveau qu'il est bien le vrai Charlie Kouassi, en Allemagne cette fois. Le cauchemar continue. On estime qu'il faut en moyenne 3 ans à une victime d'usurpation pour retrouver son identité.